Toute la machine de guerre de Staline. 18 structures qui ont arrêté la Wehrmacht. Armée rouge. Le 22 juin 1941, 5 millions d'hommes se tenaient à la frontière occidentale de l'URSS, réunis en une seule structure, l'armée rouge des ouvriers et des paysans. Le commissaire du peuple à la défense était officiellement le maréchal Sémion Timochenko, mais le véritable architecte de la doctrine d'avant-guerre fut le chef d'état-major général, Gueorgui Joukov. À l'été 1942, l'armée active et la réserve du Grand Quartier Général comptaient déjà environ 11 millions d'hommes. Elle s'est reconstituée 3 fois de suite, perdant des fronts entiers près de Kiev et de Vyazma en 1941 et retrouvant chaque fois ses effectifs l'été suivant. Dès 1943, les épaulettes firent même leur retour dans l'armée rouge, cet attribut tsariste auquel les bolcheviks avaient renoncé dès 1917 comme symbole de l'ancien régime, mais que Staline rétablit en pleine guerre pour renforcer le commandement unique. Corps de cavalerie. Avant la guerre, le commandement soviétique avait réduit la cavalerie à 5 directions de corps et 18 divisions, la considérant comme une relique du siècle précédent. La réalité de 1941 a renversé cette logique. Quand les corps blindés et mécanisés périssaient dans les poches de Minsk et de Smolensk, ce sont précisément les divisions de cavalerie qui se révélèrent les unités les plus résistantes de l'armée rouge. Un cheval n'avait pas besoin de station-service, et une colonne montée pouvait s'échapper par la forêt là où les véhicules s'embourbaient. Le raid le plus célèbre fut celui du premier corps de cavalerie de la garde du général Pavel Belov. Après avoir percé les lignes allemandes durant l'hiver 1942, le corps s'enfonça loin dans les arrières de l'ennemi et y tint pendant 5 mois un territoire d'un périmètre de 400 km. Un autre raid, celui du corps du général Lev Dovator, près de Moscou, en 1941, se termina tragiquement. Dovator lui-même mourut sous une rafale de mitrailleuse le 19 décembre 1941. Alors qu'il tentait de reconnaître en personne les positions ennemies avant une contre-offensive décisive. Le paradoxe de la cavalerie soviétique est qu'elle ne disparut pas avec l'avènement des grandes armées blindées, mais combattit à leur côté jusqu'à la fin. En 1945, l'armée rouge comptait 6 armées blindées et 7 corps de cavalerie et 12 divisions montées, totalisant près de 100 000 cavaliers, participèrent à l'opération de Berlin. Troupes aéroportées. Le 29 août 1941 parut un ordre centralisant le commandement des unités parachutistes, jusque-là dispersées entre les différents districts militaires. Durant l'hiver 1942, les troupes aéroportées menèrent l'opération aéroportée de Vyazma. Le 4e corps aéroporté fut largué à l'arrière du groupe d'armées centre afin de faire la jonction avec le corps de cavalerie de Belov qui menait un raid dans le même secteur. L'opération coûta cher et n'atteignit pas tous ses objectifs, mais les parachutistes tinrent plusieurs mois dans les arrières allemands. En août 1945, durant l'opération de Mandchourie contre le Japon, les troupes aéroportées réalisèrent sans doute leur débarquement le plus atypique de la guerre. De petits détachements aéroportés, de 100 à 300 hommes, se posèrent directement sur les aérodromes de Harbin, Mukden, Changchun et Kirin, prenant le contrôle des garnisons et des états-majors japonais avant même l'arrivée des principales unités soviétiques. Et cela alors que les troupes aéroportées elles-mêmes n'étaient considérées en 1941 par le commandement que comme une réserve d'appoint et non comme une force de frappe autonome. Artillerie de réserve du Grand Quartier Général. À la fin de 1943, l'artillerie de réserve du Grand Quartier Général était devenue une armée à part entière au sein même de l'armée. 6 corps d'artillerie de percée, 26 divisions d'artillerie, 60 divisions d'artillerie antiaérienne et des dizaines de brigades indépendantes anti-chars et de mortiers, des calibres et des systèmes affectés au front et aux armées de façon ponctuelle pour une opération précise, puis redéployés ailleurs. Le cœur de l'artillerie à réaction reposait sur les lanceurs BM-13, que les soldats surnommaient Katyusha, du nom d'une chanson populaire d'avant-guerre, tandis que les Allemands les appelaient l'orgue de Staline, pour le hurlement caractéristique des roquettes en vol. Ces lanceurs n'étaient d'ailleurs jamais désignés comme Katyusha dans les ordres officiels. La véritable désignation BM-13 restait secrète, et les véhicules de combat eux-mêmes étaient détruits par leurs équipages en cas de risque de capture, afin que le mécanisme du lanceur ne tombe pas entre les mains de l'ennemi.
Dès décembre 1941, environ 500 de ces véhicules étaient déjà en action sur 3 fronts autour de Moscou. Et au total, l'industrie en produisit plus de 10 000 pendant toute la guerre, avec 12 millions de roquettes correspondantes. Dès 1943, les divisions d'artillerie de Persée étaient devenues si denses en pièces que, sur 1 kilomètre de front d'offensive, le commandement soviétique pouvait rassembler plus de 200 canons et mortiers, une densité de feu que la Wehrmacht ne pouvait tout simplement pas égaler, faute de réserves suffisantes. Brigade du génie d'assaut. Au printemps et à l'été de 1943, les unités de sapeurs ordinaires commencèrent à se transformer en brigades du génie d'assaut, et dès la fin du mois de mai 1943, on en comptait déjà 15. Les soldats de ces brigades portaient une cuirasse d'acier SN42, protégeant la poitrine et le ventre contre les éclats et les balles de pistolet, ce qui leur valut dans les troupes le surnom d'infanterie blindée. Contrairement à l'infanterie ordinaire, une brigade du génie d'assaut n'allait pas au combat fusil à la main, mais en groupe d'assaut, des sapeurs porteurs de charges explosives, des lance-flammes portées au dos du type ROKS-3, des pièces d'artillerie rattachées et 1 ou 2 chars lourds, et ce groupe se voyait confier non pas des tranchées, mais une maison, un bunker ou un quartier précis. Au printemps de 1944, des bataillons de lance-flammes portés commencèrent à être intégrés aux brigades, tandis que les chiens détecteurs de mines, à l'inverse, furent retirés des effectifs, se révélant trop peu maniables pour l'assaut des quartiers urbains où tout se comptait en minutes et en pièces, et non en kilomètres de champs de mines. Ces brigades marchaient généralement au premier rang lors de l'assaut des villes allemandes fortifiées, une tâche pour laquelle il n'existait aucune autre arme au sein de l'armée rouge. École centrale féminine de formation des snipers. En mai 1943, un ordre du commissaire du peuple à la défense créa, au sein des cours de l'Osso Aviakim, l'école centrale féminine de formation des snipers, un établissement unique en son genre dans le monde. En 2 ans, l'école organisa 7 promotions, la plus importante réunissant plus de 700 élèves à la fois. Au total, 1061 snipers et 407 instructrices de tir de précision furent envoyés au front, alors que la quasi-totalité d'entre elles étaient des jeunes filles de 18 à 20 ans qui n'avaient encore jamais tenu d'armes. L'une des diplômées de l'école, Aliya Moldagulova, mourut en janvier 1944 après avoir personnellement abattu 78 soldats et officiers ennemis en quelques mois sur le front, et reçut à titre posthume le titre de héros de l'Union soviétique. Mais la plupart des plus de 1000 diplômés de l'école restèrent des lignes anonymes dans les registres de décoration. Forces aériennes. Au début de la guerre, l'aviation soviétique comptait environ 17 000 avions de combat, formellement la plus grande flotte aérienne du monde. Mais en 3 jours d'offensive allemande, dès le 25 juin 1941, les forces aériennes de l'armée rouge avaient perdu plus de 1200 appareils, la plupart directement sur les aérodromes avant même d'avoir décollé. Le commandement avait été presque entièrement décapité par les répressions d'avant-guerre. Les commandants d'armée Loktionov et Smutchkevitch, fusillés à la veille de la guerre, privèrent l'aviation de ses chefs les plus expérimentés au moment précis où elle en avait le plus besoin. L'unité la plus insolite des forces aériennes fut le 588e régiment de bombardement de nuit, entièrement composé de femmes et volant sur des biplans en contreplaqué Po 2. Les Allemands surnommaient leurs pilotes les sorcières de la nuit, car avant leur approche de bombardement, elles coupaient le moteur et descendaient en planant silencieusement, ne laissant en dessous que le léger sifflement du vent dans les haubans, comme sur un balai. Les fuselages en contreplaqué de ces avions, d'ailleurs, échappaient presque toujours aux radars allemands et ne brûlaient pas au contact des balles incendiaires comme brûlait le métal, un cas rare où le retard technique d'un avion se transforma par hasard en protection. Troupes de défense antiaérienne du territoire. Contrairement à l'artillerie antiaérienne de campagne rattachée aux armées, les troupes de défense antiaérienne du territoire étaient chargées de protéger les villes de l'arrière, les usines et les voies de communication contre les raids de l'aviation ennemie et dépendaient d'un commandement distinct, non des fronts. En 1941, leur part dans les effectifs totaux des forces armées ne représentait que 3,4%, mais ce furent précisément ces unités qui accueillirent les premiers bombardiers allemands au-dessus de Moscou
dès la nuit du 21 au 22 juillet 1941. La défense de la capitale fut organisée en plusieurs échelons. D'abord la chasse aérienne sur les approches lointaines, puis plus de 1000 canons anti-aériens, et à l'intérieur de la ville, plus de 300 ballons de barrage hissés sur des câbles dans le ciel nocturne pour empêcher les bombardiers en piqué ennemis de descendre pour un tir précis. En 1944, rien que dans le sud du pays, un seul front de défense antiaérienne comptait plus de 4600 canons et environ 1000 projecteurs qui aveuglaient les bombardiers de nuit dans leurs faisceaux pendant que les artilleurs antiaériens les prenaient pour cible. À la fin de la guerre, la part des troupes de défense antiaérienne dans les effectifs totaux de l'armée avait progressé jusqu'à près de 5%, et cela alors que la mission de ces hommes ne consistait pas à conquérir des territoires, mais simplement à empêcher que ne soit détruit ce qui avait déjà été construit. Marine de guerre. La flotte soviétique entra en guerre sous la direction du plus jeune commissaire du peuple du pays, Nikolaï Kouznetsov, âgé de 34 ans, nommé en 1939. Contrairement aux troupes terrestres, la flotte accueillit le 22 juin 1941 en pleine disponibilité opérationnelle. Kouznetsov avait fait passer les navires en alerte renforcée par anticipation, et durant les premières 24 heures de la guerre, la marine soviétique ne perdit pas un seul navire du fait de l'attaque surprise. La difficulté de la flotte résidait ailleurs, dans la géographie. Les 4 flottes, du Nord, de la Baltique, de la mer Noire et du Pacifique, étaient physiquement séparées et ne pouvaient se renforcer mutuellement. Pendant toute la guerre, la marine coula plus de 700 navires de combat et bâtiments auxiliaires ennemis, perdant en retour plus de 300 des siens, dont plus de 100 sous-marins. Mais tout aussi importante que les combats navals fut la fonction de la flotte comme artère de transport. Les marins acheminaient troupes et cargaisons à travers le lac Ladoga par la route de la vie, quand la glace restait le seul lien terrestre avec Leningrad assiégé. Infanterie de marine. L'infanterie de marine était officiellement considérée comme une arme secondaire de la flotte soviétique, ne comptant avant la guerre que quelques brigades indépendantes. Mais dès 1941, alors que le front terrestre craquait de toutes parts près d'Odessa, de Sébastopol et de Leningrad, la flotte transféra massivement à terre les équipages de navires coulés ou endommagés, formant à partir d'eux de nouveaux bataillons d'infanterie de marine. Au fil des années de guerre, environ un demi-million de marins combattirent sur différents fronts, soit en équivalent de divisions terrestres, environ 60 divisions de fusiliers littéralement créées à partir de rien, à partir d'équipages de pompe. Les Allemands les surnommaient la mort noire et les diables noirs, à cause de leur caban de marine noire et de leur bravoure absolue au corps à corps, tandis que leur cri de guerre « Polundra » semait la panique chez l'ennemi avant même le contact. Près d'Odessa, en septembre 1941, un débarquement d'infanterie de marine s'empara en quelques heures des positions d'artillerie ennemies qui bombardaient la ville et repoussa les unités germano-roumaines à 10 km de la ligne de front. Troupes frontalières du NKVD. En juin 1941, la frontière occidentale de l'URSS était gardée par 796 postes frontières de petites garnisons de 40 à 60 hommes chacune. Selon les calculs allemands, la neutralisation de chaque poste ne devait pas prendre plus de 20 minutes. Le poste du lieutenant Andrei Kijevatov à Brest tint non pas 20 minutes, mais plusieurs jours, et le premier poste du lieutenant supérieur Alexei Sivachev dans le secteur du saillant d'Augustov combattit 12 heures contre une division allemande entière et tomba entièrement, sans reculer d'un pas. Néanmoins, dans les premières heures de la guerre, ce furent précisément ces petits postes faiblement armés qui constituèrent la première ligne de front sur une distance de 1500 km. Leur résistance n'arrêta pas l'offensive allemande, mais elle bouleversa le calendrier allemand, bâti sur l'hypothèse que la frontière tomberait en quelques minutes sans combat. Troupes intérieures du NKVD. Les troupes intérieures ne faisaient officiellement pas partie de l'armée rouge et dépendaient directement du commissaire du peuple aux affaires intérieures. En mai 1942, elles comptaient 33 divisions, 23 brigades et plus de 400 000 hommes. En temps de paix, ces unités gardaient les camps, escortaient les détenus et patrouillaient à l'arrière.
L'épisode le plus insolite fut la formation de la 70e armée en 1943, une armée de campagne entièrement constituée de troupes frontalières et intérieures du NKVD et engagée dans les combats défensifs de la bataille de Koursk. Le paradoxe des troupes intérieures tenait à leur double fonction. Les mêmes structures gardaient à la fois le système du goulag à l'arrière et tenaient le front près de Stalingrad, de Toula et d'Odessa. Smersh. Le 19 avril 1943, une décision du Comité d'État à la Défense créa la direction principale du contre-espionnage, Smersh, abréviation du slogan « Mort aux espions ». L'organisation fut retirée du NKVD et rattachée directement au Commissariat du Peuple à la Défense, placé sous la direction de Viktor Abakoumov, 35 ans, qui obtint le droit de rendre compte personnellement à Staline en court-circuitant tous les échelons intermédiaires. La mission officielle de Smersh était de lutter contre les agents allemands et la désertion dans les troupes. Dès août 1943, Smersh disposait déjà de 12 sections de contre-espionnage, rien que pour la protection des arrières des fronts. Les officiers de Smersh portaient l'uniforme des unités où ils servaient, restant indiscernables des militaires ordinaires, et c'est précisément pour cela que les soldats les craignaient plus que le renseignement allemand. Détachement de barrage. Le 28 juillet 1942, alors que les troupes allemandes se ruaient vers Stalingrad, parut l'ordre numéro 227 du commissaire du peuple à la défense, pas un pas en arrière. Il exigeait de former dans chaque armée de 3 à 5 détachements de barrage, forts de 200 à 300 hommes. Au 15 octobre 1942, 193 détachements de ce type avaient déjà été créés. Selon les documents de l'un de ces détachements près de Stalingrad, sur 187 soldats interpellés, la majorité furent envoyés dans leurs unités. Des dizaines furent envoyés en compagnie disciplinaire et seulement 24 hommes furent fusillés devant le front comme punition exemplaire. Les détachements de barrage n'existèrent guère plus d'un an. Dès la fin de 1944, quand le front roulait vers l'ouest et non plus vers l'arrière, leur utilité disparut et ils furent dissous par l'ordre numéro 0349. Bataillon et compagnie disciplinaire. Le même ordre numéro 227 créa une autre structure, les unités disciplinaires. Dans un bataillon disciplinaire, fort de jusqu'à 800 hommes, on envoyait les officiers condamnés par un tribunal, tandis qu'une compagnie disciplinaire, de 150 à 200 hommes, recevait des soldats et des sergents. Pendant toute la guerre furent formés 65 bataillons disciplinaires indépendants et 1048 compagnies disciplinaires indépendantes, et au total, 427 910 hommes passèrent par les unités disciplinaires. Cela représente cependant moins d'1,5% des 34 millions d'hommes qui passèrent par les forces armées soviétiques pendant les années de guerre, contrairement au mythe d'après-guerre selon lequel les bataillons disciplinaires auraient constitué la principale force de frappe du front. Les hommes des unités disciplinaires étaient envoyés sur les secteurs les plus difficiles, et le rachat de la faute par le sang signifiait qu'après une blessure, le soldat était automatiquement libéré de toute punition ultérieure. Ce n'étaient pas d'autres disciplinaires qui commandaient ces unités, mais des officiers de carrière ordinaires, dits d'effectifs permanents, qui percevaient pour ce service une solde double et une année d'ancienneté comptant pour 3. Troupes ferroviaires du NKPS. Peu d'armes ont autant déterminé le rythme de toute la guerre que les cheminots. Lors de la retraite de 1941, ce furent précisément les troupes ferroviaires et les formations spéciales du NKPS qui firent sauter les ponts et enfouir les rails dans le sol, afin que l'ennemi ne puisse utiliser les grandes lignes soviétiques pour son propre ravitaillement. Durant les premiers mois de la guerre, près de 400 km de voies et plus de 700 locomotives furent mis hors service. Mais lors de l'offensive, la même structure travaillait en sens inverse, réparant à une vitesse record ce que l'ennemi en retraite avait détruit. Si en janvier 1943, les unités de voies réparaient environ 725 km de voies par mois, dès le mois de mars, le rythme était monté à 3175 km, soit plus de 4 fois plus en 2 mois. Au total, pendant toute la guerre, les troupes ferroviaires et les formations spéciales du NKPS
réparèrent et reposèrent près de 25 000 km de voies principales et de voies de gare. Plus de 36 000 soldats cheminots reçurent des ordres et des médailles pour avoir maintenu le front ravitaillé sans tirer un seul coup de feu. Mouvement partisan. Le 30 mai 1942 fut créé, auprès du Grand Quartier Général, l'état-major central du mouvement partisan, dont la direction fut confiée à Panteleimon Ponomarenko. Dès novembre 1942, l'état-major était déjà en liaison avec 1083 détachements partisans, totalisant plus de 90 000 hommes, et cela ne comptait que les détachements avec lesquels une liaison radio avait été établie. Les partisans n'étaient pas une armée régulière. Ils n'avaient ni uniforme unique, ni ravitaillement centralisé, ni ligne de front nette. Le seul fil qui reliait les partisans à la Grande Terre était un pont aérien. Des avions leur livraient armes, munitions et médicaments et repartaient chargés de blessés lors des vols retour. Le seul groupe de sabotage, les Vengeurs du Peuple, passé de 30 hommes à une brigade partisane entière, fit dérailler 93 convois ennemis et mit hors service 118 locomotives durant le seul hiver 1941-1942. À la fin de la guerre, le mouvement partisan, parti de détachements dispersés de soldats encerclés, s'était transformé en une structure que le commandement allemand fut contraint de considérer comme un second front à part entière dans ses propres arrières. Milice populaire. Le 2 juillet 1941, le Comité d'État à la Défense décida de mobiliser à Moscou 200 000 hommes et encore 70 000 dans la région, au sein de divisions de milices populaires. Contrairement aux conscrits, devenaient miliciens ceux qui n'étaient pas soumis à la conscription ordinaire. Ouvriers, étudiants, professeurs, hommes âgés et adolescents, qui s'inscrivaient volontairement dans les bureaux de recrutement dès les tout premiers jours de la guerre. Dès 13 h, le 2 juillet, à la seule usine Krasny Proletari, plus de 1000 hommes s'étaient portés volontaires en quelques heures. Les divisions de milices populaires furent jetées dans la poche de Vyazma à l'automne 1941, aux côtés des unités régulières de l'armée rouge, et ce fut précisément leur résistance désespérée et mal armée qui retarda de plusieurs semaines le groupe d'armées allemand Centre, un délai qui suffit au commandement soviétique pour établir des lignes défensives aux abords immédiats de Moscou. 5 des 12 divisions furent entièrement dissoutes après ces pertes, en octobre 1941. Les autres, ayant survécu à Vyazma, reçurent des numéros d'unités régulières et combattirent au sein de l'armée régulière jusqu'à la toute fin de la guerre. Si cette vidéo vous a plu, abonnez-vous pour en découvrir d'autres du même genre, ou dites-nous en commentaire quelle autre structure vous aimeriez voir présentée.